Donc, c'est une séance de travail. La proposition, c'est une séance de travail que je vous fais, une séance de groupe où on aborde des questions autour d'une thématique. Il y a à la fois les temps de supervision, euh, une fois par mois, et c'est ce qu'on fait maintenant depuis plusieurs mois, et nombreux d'entre vous étaient là présents. Donc, il suffit de s'inscrire sur le groupe. Après, vous pouvez voir les replays si vous n'êtes pas là. Vous pouvez proposer des cas cliniques. Notre prochain temps de supervision, c'est le 25 septembre, pas à 9h30 comme prévu, mais à 19h. Ce sera cette fois-ci. Et, et si quelqu'un souhaite présenter, ou si vous souhaitez présenter des cas, ben vous l'écrivez, vous écrivez quel cas vous souhaitez présenter, et puis on choisit un cas parmi les nombreuses demandes, et puis l'analyse de cas se déroule pendant 1h15. Et là, on se retrouve avec un autre temps dans ce mois-ci. Je me disais, tous les mois, c'est loin. Et ce serait bien de proposer autre chose. Et donc, l'idée, c'est de proposer ces ateliers qu'on a appelés ateliers psychopratiques pour aborder des thématiques à partir des questions qui sont les vôtres. Donc, le premier thème, là, cette fois-ci, c'est la question des entretiens, la conduite d'entretien. Comment on conduit un entretien, des questions techniques sur la conduite d'entretien. L'idée, c'est de réfléchir autour de ça ensemble en groupe, que je réponde à vos questions précises ou plutôt globales. Et puis, cette fois-ci, de faire une courte démonstration. Et j'avais Liora ce matin au téléphone et comme je l'avais au téléphone, je lui ai demandé si elle voulait bien se prêter comme sujet d'un entretien. Et elle m'a dit oui. Elle m'a dit qu'on avait fait une séance il y a un long moment et que des questions reviennent. Donc, on a fait une séance lors d'une formation en démo et que ça avait fait beaucoup d'effets et qu'aujourd'hui, il y a des questions qui se représentent. Donc, elle a dit, je veux bien en profiter pour amener mon questionnement et qu'on conduise un entretien. Voilà. À peu près 1 heure de travail ensemble. Et voilà, donc en gros, tous les 15 jours, et on va essayer de le tenir, tous les 15 jours, il y aura une supervision, un atelier psychopratique sur des thèmes. Et vous, si vous avez des thèmes qui vous intéressent particulièrement, là, on a choisi l'entretien. J'aimerais faire un thème aussi sur la psychopathologie et l'art, les œuvres d'art. Et si vous avez des thèmes qui vous intéressent particulièrement, des thématiques autour de l'accompagnement, que ce soit le travail pour des coachs ou des thérapeutes, ben, faites-nous des propositions et l'idée, c'est de proposer ces temps de travail offerts, de contribuer comme ça euh, et de regrouper les professionnels de différents horizons pour travailler ensemble. Alors, peut-être on peut commencer. Si vous avez des questions, mettez-le ou dans le chat, ou alors à un moment, vous prendrez la parole et on peut. Voilà, hein, parce qu'à la différence des supervisions, si tout le monde parle, c'est un peu difficile. Là, on peut, si on régule bien le temps de parole, bah, vous pouvez poser vos questions et puis j'y réponds. Nadège, peut-être démarrer avec des questions. Tu avais des questions ce matin qui sont arrivées dans notre groupe. Tu es là, Nadège, si tu peux nous dire une première question. Et puis moi, j'en profite je vois dans le chat et Oui. voilà. Bonsoir tout le monde et merci d'être présent. Une première question, c'est Marie-Emma. Donc, je sais que Marie-Emma n'est pas là puisqu'elle nous a informés. Par contre, elle avait pris la peine d'envoyer une question et elle demande, lors de la première séance de coaching, comment réussir à bien mener un entretien lorsque le client a tendance à déverser un flot de paroles important et arriver quand même à poser ses questions, ne pas être dans le tourbillon et à la fois créer la relation. Euh, ok, Comment donc réussir à bien mener un entretien lorsque le client a tendance à déverser un flot de paroles important dès le premier rendez-vous?
Ok. Donc, on est d'accord hein, que les réponses, c'est pas des réponses sur le versant du savoir, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça que ça se passe, ça nécessiterait d'être euh, d'être réfléchi de façon plus large. Mais l'idée, c'est de partir de vos questions, peut-être d'échanger, que ça fasse à chaque fois un petit temps de travail. Ça donne l'occasion, on se disait avec Nadège, peut-être ensuite de faire des vidéos et de vous proposer des vidéos où je prends un peu plus de temps pour reprendre certaines de vos questions et faire une vidéo, les poster. Comme ça, vous pouvez réécouter régulièrement. Donc, c'est l'idée, hein, c'est qu'on puisse nourrir au fur et à mesure. On n'aura pas fait le tour de la question de l'entretien. Mais la première chose, quand j'entends ça, moi, je me pose la question de la détermination d'objectifs. Parce que ça veut dire que si le patient, il y a deux choses. Si le patient déverse un flux de parole, ça veut dire que, et d'une, on ne cadre pas, et peut-être de deux, on ne se pose pas la question de quel est l'objectif. On le laisse parler, on le laisse dérouler. Et donc, si vous avez une trame d'entretien, alors certains ont des trames d'entretien comme l'entretien solutionniste expérientiel, c'est une trame d'entretien. Certains, dans d'autres écoles, font ce qui s'appelle la détermination d'objectifs. Si vous avez une détermination d'objectifs, normalement, vous ne laissez pas le patient dérouler le contenu parce qu'on n'est pas dans une approche analytique aussi. Si on est en psychanalyse, bien sûr qu'on veut le fil associatif, on veut voir comment le patient passe d'une idée à l'autre, parce que c'est vraiment comment il se promène d'une idée à l'autre, d'un signifiant à l'autre. C'est là qu'on va trouver quelque chose de sa singularité. Mais dans le cadre des thérapies brèves, on ne s'intéresse pas à la libre association. On ne s'intéresse pas au déroulé du discours singulier du client. Ce qu'on veut, c'est le voir se positionner par rapport à certaines thématiques. Certaines thématiques, c'est ce que vous pouvez retrouver dans ce qu'on appelle l'index de computation, c'est-à-dire ses pensées, ses valeurs, ses croyances, ses émotions, ses comportements. On veut qu'il réponde à ces questions-là par rapport à sa problématique. Ça veut dire que quand il arrive, il faut qu'on détermine ce qu'il amène aujourd'hui. C'est ce qu'on retrouve dans l'entretien solutionniste. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui et surtout en quoi c'est un problème? Et à partir de là, nous, on doit le questionner. On n'est pas dans un entretien, dans une attitude passive où on attend qu'il vienne dérouler, déverser ou associer ou dire ce qu'il veut dire comme il a envie de le dire. On a un questionnement, on a une structure d'entretien et on suit cette structure d'entretien parce que c'est ce qui va aussi le structurer notre patient. Si notre patient vient consulter, qu'il a déjà consulté ou s'il est en difficulté par rapport à une situation, c'est qu'en fin de compte, il n'a pas trouvé un autre train de pensée, c'est-à-dire une autre façon de penser que celle qu'il utilise depuis des semaines ou des mois, c'est-à-dire depuis que perdure son symptôme. S'il avait trouvé d'autres manières de penser, d'autres manières de s'y prendre par rapport à la problématique, alors il n'y aurait pas de souci et il ne viendrait pas consulter. Donc, si vous le laissez se promener, vous le laissez dans l'errance, il va où il veut, comme il veut, de façon libre, c'est ça la libre association, alors vous ne l'aidez pas à structurer la problématique et à faire des changements. Donc, par rapport à la question de notre collègue, il ne peut pas se déverser en entretien si vous avez une structure. Et si c'est le cas, c'est ou qu'il n'y a pas de structure, ou alors qu'il y a une structure, mais vous ne stoppez pas. Et il y a une nécessité de stopper pendant l'entretien. Et en plus de stopper, de scander, ça vous permet de faire des reformulations et ça vous permet de réorienter, de reformuler ce qu'il a dit pour savoir si c'est OK et surtout de réorienter vers un autre sujet. Sinon, vous laissez son train de pensée se dérouler. Et ça ouvre sur une autre question. Il y a Christelle qui évoquait ça. Il y a une réponse je vois, de Mireille aussi, Christelle, qui nous dit dans les thèmes, la prise de notes. On peut en dire quelques mots, mais oui, on pourra le reprendre. On pourra reprendre à un autre moment cette thématique, la prise de notes. C'est une vraie question dans l'entretien. Votre prise de notes, elle doit être construite en rapport avec votre modèle de conduite d'entretien. Si vous avez un entretien où il y a de la libre association, vous laissez le patient se promener et que vous vous intéressez, si votre sujet d'intérêt, ce sont les signifiants, les mots qu'il utilise, à ce moment-là, vous notez du langage, vous notez des mots. Si vous voulez quelque chose de causaliste, si vous êtes quelqu'un qui est inscrit dans un modèle causaliste,
alors il faut écrire de gauche à droite et de haut en bas. Et il faut que vous construisiez des phrases, vous marquiez des séquences parce que vous allez avoir le déroulé et comment il structure et il organise ses pensées de façon causale. Mais si là, par exemple, dans l'entretien solutionniste, dans la thérapie solutionniste expérientielle, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la cause, c'est le processus. Donc, dans ma prise de notes, je veux pouvoir, quand je prends les notes, mettre en exergue comment, comment est structuré son processus, c'est-à-dire sa manière de traiter, de penser les événements, les situations, ses stratégies pour traiter les événements. Et pour ça, moi, je vais utiliser un index de computation élargie, c'est-à-dire les pensées, les comportements, les émotions, les sensations. Je distingue ça. Je distingue les valeurs et les croyances. Je distingue tout ce qui est de l'ordre de l'interpersonnel, de la relation et du transpersonnel. Et pourquoi je fais ça? Parce que ce sont les indicateurs qui m'intéressent. Donc, votre prise de notes, elle doit dépendre de votre modèle de référence. Si vous êtes dans la médecine chinoise, votre prise de notes, elle n'est pas en termes de langage et de discours du client. Elle va être centrée sur des indicateurs spécifiques qui vont faire écho ensuite au travail que vous ferez avec les méridiens. Si vous travaillez en transgénérationnel, vous vous intéresserez à ce qui s'est construit dans le passé. Vraiment, votre modèle de référence, qu'il soit psychanalytique, gestaltiste, TCC, thérapie solutionniste expérientielle, analyse transactionnelle, etc. Votre modèle de référence, c'est lui qui vous dit quel est l'entretien que vous devez utiliser et aussi quelle est la grille de notation du matériel. Parce que comment vous allez noter et structurer le matériel, ça va avoir des effets sur comment vous allez ensuite le relire et les interventions que vous proposerez. Moi, vous savez qu'il y a un intérêt majeur pour la sensation. Donc, au cours de l'entretien, ce qui va être noté très fort par moi, ce sera la sensation. Je vais noter les gestes du client, les sonorités, la rythmicité du client et ce que ça produit en moi, parce que dans l'entretien, ça c'est une autre caractéristique, je m'utilise fort comme objet de résonance. Toutes les pensées, les images qui me viennent, les musiques, les souvenirs qui arrivent pendant l'entretien, pour moi, ça fait partie de ce qu'on appelle le compte transfert ou la résonance. Et je vais utiliser ça pour conduire mes séances. Alors, certains continuent à mettre des questions. Si vous voulez réagir sur là ce qu'on a dit, vous n'hésitez pas aussi. Vous prenez votre micro là sur les premiers thèmes et puis vous intervenez. Il y avait Mireille, par exemple, qui disait, par exemple, sous forme de mind map, de carte mentale. Alors, c'est intéressant, la carte mentale dans l'entretien, c'est intéressant parce que vous allez avoir une structure, mais cette fois-ci thématique. Si Mireille, elle dit, elle fait du mind map, vous avez un élément central, le sujet central amené par le client, et chaque fois que le client amène un élément, il déroule son fil, ben vous le structurez sur des branches suivantes. Donc, vous allez avoir des thématiques qui vont vous apparaître. Vous avez une carte heuristique, une carte mentale avec des grandes thématiques. Mais ça veut dire que vous vous intéressez aux thématiques. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, par exemple, quand on fait un travail de diagnostic. Diagnostic, par exemple, psychopatho, parce que vous aurez des grands thèmes, c'est-à-dire les thèmes de l'argent, le thème de la sexualité, le thème du rapport au corps, le thème du rapport aux autres, le thème du rapport à plus grand que lui. Et ça me fait penser que c'est une vraie question. Ça veut dire, est-ce que dans l'entretien, vous allez, euh, est-ce qu'avant de conduire ou au cours de la conduite d'entretien, vous allez faire un travail de repérage diagnostique, c'est-à-dire au niveau psychopatho, psychiatrique ou autre. Je pense Dina qui est là, peut-être qu'en naturo, bah, on peut penser, je suis quasiment sûr qu'en naturo, on a aussi une grille de repérage d'éléments, donc elle va avoir aussi, et elle va structurer les informations. Guillaume, tu m'entends? Oui, Marie. Oui. Quand tu dis
lors de l'entretien, tu laisses venir tout ce qui vient à toi, Oui. c'est-à-dire que tu notes, toi, les souvenirs que tu as par rapport à telle ou telle chose. Alors, C'est tes propres je note, souvenirs oui, ou ça peut être mes propres souvenirs, ça peut être tes des propres émotions. idées musicales. Oui, des émotions, des sensations, mais des D'accord. choses qui m'apparaissent. Hein. C'est pas un travail. Tu vois, Marie, imaginons le patient évoque une situation, sa situation à lui. Prenons, allez, l'énurésie. Il vient, il dit voilà, je pisse au lit et tout ça. Et moi, je me dis pas, tiens, à quel film ça me fait penser? Tiens, qui dans ma famille ou moi, est-ce que c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé? Je vais pas chercher ça. Ce serait plus pour un travail métaphorique. Ça veut dire si je suis bloqué à un endroit, ça c'est autre chose. Dans la conduite d'entretien, je peux dire cette problématique qui est là, à quoi elle me fait penser? Je pourrais faire le jeu du portrait chinois. Ça veut dire que ce patient-là qui présente l'énurésie, à quoi ça me fait penser? Si ce patient était un animal, quel animal ce serait? Si ce patient était une fleur, ce serait quelle fleur? Si ce patient était une machine électrique, bon, pour essayer de comprendre sa problématique. Mais ça, c'est quand je veux, quand il y a un problème d'incompréhension ou quand j'ai besoin de tisser une métaphore. Moi, ce que j'évoquais dans l'entretien, c'est qu'alors que je suis en train de conduire un entretien avec mon patient, tout d'un coup, sans rien chercher, alors qu'il me parle peut-être de hippie au lit, moi, ma tête se met à partir dans tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ou tiens, la semaine dernière, j'étais avec des amis, vraiment, c'était très agréable. On a mangé tel repas, on a fait, je ne sais pas, une raclette, etc. Et ma tête divague vers un sujet. Et pour moi, ces éléments-là, c'est des éléments essentiels au travail de la conduite d'entretien. Alors, où je ne suis pas concentré, je suis fatigué, puis ma tête, elle s'en va parce que j'écoute pas. Ça, c'est une première possibilité. Mais si ce n'est pas le cas, l'autre piste, c'est de me dire, ma tête me donne des informations concernant un matériel auquel je n'ai pas accès de manière consciente. Il y a des informations distribuées par mon patient de manière inconsciente et ces informations-là, moi, je vais les structurer de façon inconsciente, c'est-à-dire ma tête va les structurer pour moi et je suis l'outil donc au service du matériel inconscient de mon patient. Il parle, il transmet des choses, il ne sait pas qu'il me transmet de façon consciente ces choses-là, mais ma tête, elle, va structurer le matériel. Donc je vais interroger ça. Ou j'ai très très faim et je me dis, oh là là, j'ai envie de manger des bretzels et je pense qu'à ça et je me dis, bon, bah, il faut que je patiente. Ou je dis à mon patient, j'ai besoin de faire une pause, il faut que je mange quelque chose et puis point. Ou alors je me dis, mais pourquoi là maintenant, alors qu'il est 2 heures de l'après-midi, pourquoi alors que je suis avec ce patient, je pense au bretzel, au bretzel, au bretzel, il y a quelque chose d'insistant, pourquoi ça arrive? Et à ce moment-là, je me laisse associer. Et je me dis, tiens, à quoi ça me fait penser? Alors là, je le fais en direct parce que j'ai pas eu de patient pour qui ça s'est passé là, mais je le fais en direct en me disant, euh, tiens, les bretzels, c'est quoi? Est-ce que c'est l'Alsace? Bon, ben voilà, l'Alsace. Tiens, ça me fait penser à Charles Ames, qui est là. Tiens, ben, le décodage biologique, tiens, le décodage biologique. Vous voyez, je me promène comme ça et je laisse ma tête se promener. Et à un moment, je me dis, mais le décodage biologique, quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de cellulaire là qui m'amène? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de générationnel qui aurait été transmis? Voilà, je m'interroge, je fais des hypothèses. Et tout matériel qui est là, à un moment, peut être partagé dans le champ avec le client. C'est de lui dire, ça fait un moment que des éléments arrivent autour de les cellules ou du générationnel. Est-ce qu'il y a des choses que l'on pourrait partager ensemble? Et c'est le client qui va amener ces éléments-là. C'est ça le matériel qui peut être travaillé. C'est les effets de résonance, les effets contre-transférentiels ou intertransférentiels, c'est-à-dire à quelle place on est mobilisé. C'est d'interroger aussi qui on est dans cette séance-là. Et ça, vous le voyez à travers ce que vous faites, vos comportements, ou à travers les émotions qui vous arrivent. Vous avez envie de, je ne sais pas, de cajoler votre client. Vous avez envie vous êtes tout le temps avec cette envie de jouer, de le provoquer, de le blaguer. Vous avez envie de le recadrer.
de façon très ferme, de dire, bon, ben, ça suffit, ça, vous faites ça. Il y a quelque chose de très autoritaire. Et l'idée, c'est de pouvoir, c'est ça le transfert subjectal, c'est se dire, ce qui m'arrive là et la façon dont je me positionne là, c'est une façon de répéter l'histoire, un personnage de l'histoire de mon client. En faisant ça, il m'a transmis, mon client, suffisamment d'informations qui me permettent de rejouer un personnage de son histoire. Et quand je suis, par exemple, très autoritaire ou si je suis avec cette envie très forte de le câliner, de le cajoler, je m'interroge en me disant qui suis-je? Qui suis-je là? Qui suis-je de son histoire, de son patrimoine familial et de son patrimoine amical, sociétal, etc. Qui je joue? Est-ce que je joue une figure paternelle, parentale, amicale? Est-ce que je suis la grand-mère? Qui suis-je là dans ce moment-là pour avoir ces interactions-là? Sauf si c'est ma problématique, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il y a toujours une nécessité en entretien d'avoir fait, pour conduire des entretiens, d'avoir fait un travail personnel. Si votre problématique, c'est toujours de recadrer les gens et d'être autoritaire et c'est vous le chef, ben, si vous le faites dans toutes les séances, c'est pas signifiant. Mais si dans les séances, c'est pas du tout votre profil et là, ça apparaît, ça fait partie du matériel que j'ai envie de travailler. Ça, c'est l'intersubjectal. Avant, c'était, on pourrait dire, la résonance. Autre chose me vient, ça s'appelle l'hallucinose. Les beautés là, on parlait de l'hallucinose. L'hallucinose, c'est vraiment, ce sont des hallucinations, c'est des visions qui vous viennent, mais donc sous forme d'hallucination. Je pense à un patient, il rentre en séance, c'est la première fois que je le rencontre, j'en ai peut-être déjà parlé à certains d'entre vous, c'est la première fois que je rencontre ce patient, il rentre en séance, au moment où il s'assoit sur le fauteuil, j'ai vraiment la perception qu'il vient de louper le fauteuil et qu'il tombe et qu'il est au sol. Mais il est assis sur le fauteuil. Et je suis assez surpris parce que vraiment, je vais pour me lever, pour le récupérer au sol, mais il est assis sur le fauteuil. Et quelques instants plus tard, il commence à parler, il me dit voilà, je viens, c'est telle personne qui m'a adressé. Et dans mon champ de vision, sur son côté gauche, il y avait une plante, il y avait un arôme qui était fleuri. Et alors qu'il commence à me parler de qui l'amène et tout ça, hop, la plante, elle commence à faner et elle se ramollit, et elle tombe sur le côté. Et je regarde la plante qui tombe et elle est toujours très droite. Et là, le diagnostic, c'est le thérapeute a-t-il pris des substances avant de démarrer sa séance? Si ce n'est pas le cas, et ce n'était pas le cas, alors ça s'appelle l'hallucinose. C'est des perceptions de type hallucinatoire et c'est encore une autre forme de matériel que le client vous transmet. Et c'est vraiment très intéressant parce que ce matériel transmis, ça va vous donner au fur et à mesure, en le travaillant dans le champ, c'est-à-dire en le travaillant avec le client, ça va vous donner des informations sur l'histoire de votre client et le vécu de votre client, des choses qu'il ne peut pas vous énoncer de façon verbale, de façon consciente. J'imagine que ça, ce dont je suis en train de parler, c'est des choses que vous avez déjà rencontrées, travaillées, traversées dans votre pratique. Il vous est déjà arrivé peut-être des visions, à des moments, il vous arrive des souvenirs, vous pensez à un film, vous êtes en train de travailler avec un patient, il y a un film qui vous arrive en tête et qui insiste, et des fois, vous ne savez pas ce que c'est que ce film ou ce que c'est que cette musique. Après, méfiez-vous, si vous arrive Taxi Driver, c'est pas pareil que si vous arrive Peter Pan, il a fait Clochette. Si c'est Taxi Driver, pour moi, c'est un bon indicateur. Je dois me méfier de qui j'ai en face comme client. Donc ça, c'est une autre façon de récupérer du matériel. Une autre façon de récupérer du matériel, ce sont des objets qui peuvent vous apparaître à vous en séance ou des objets qui apparaissent que le client amène en séance. Alors les objets qui peuvent vous apparaître, je pense à une patiente à un moment, elle portait une bague très particulière, une bague en or avec une très belle pierre rose. Et mes yeux étaient toujours fascinés, toutes les séances, elle avait toujours cette bague et toutes les séances, cette bague me fascinait, attirait mon œil. Pourtant, ce n'était pas une bague exceptionnelle, ce n'était pas un diamant de 12 kilos qu'elle portait sur le doigt, ça restait quand même une bague. Mais il y avait quelque chose de fascinant et d'attirant.
Et alors qu'il se passe ça, parce que c'est insistant, au bout d'un moment, je lui pose la question et je lui demande qui lui a offert cette bague. Et alors qu'on avançait sur différents champs et que ça tournait, ça bouclait, il n'y avait pas de dégagement, à partir du moment où elle me raconte son histoire et elle raconte comment cette bague est un héritage et c'est sa grand-mère et la place de cette grand-mère, tout d'un coup, ça ouvre tout un champ qu'on n'abordait jamais parce qu'il n'y avait aucun sens de travailler. Disons, il m'apparaissait aucune pertinence à travailler autour de sa grand-mère. Et puis en plus, c'était générationnel, c'était causaliste et c'est quand même pas un champ dans lequel je vais. À l'inverse, ça peut être des clients, et vous l'avez peut-être déjà vu, et ça a été mis en travail, des clients qui vont se focaliser, eux, sur un matériel, un objet qui vous appartient dans votre bureau. Et si c'est un objet qui vous appartient dans votre bureau et pour lequel il y a une forte charge émotionnelle, c'est un objet qui a été théorisé par un groupe de recherche qui s'appelle le COR, le groupe COR, C-O-R, qui travaille sur la clinique des objets de relation. On parle des objets de relation. Et à ce moment-là, ces éléments, cet objet-là, il raconte quelque chose de l'histoire du client, il vient vous toucher dans votre histoire et il vient aussi raconter quelque chose de votre relation et du travail à faire. Et ça, vous le verrez, c'est pas seulement un client qui va vous dire « Ah, j'aime bien ce tableau, c'est joli ce tableau, j'aime bien ce fauteuil, point ». Le client, il est vraiment très interpellé par un objet de la séance. Je pense là, cette petite Ménora, elle était dans le bureau et la cliente, à un moment, on n'avait jamais parlé de son histoire, de sa filiation, etc. Et à un moment, elle focalise sur cet objet-là qui est là présent. Et cet objet, il m'a été offert par une personne, quelqu'un qui compte fort dans ma vie, qui est plus là présente et qui était plus là présente dans ma vie, qui était décédée depuis un bon moment. Mais elle m'avait offert, cette dame m'avait offert cet objet-là. Et, et la patiente, ça l'amène à parler de son histoire, c'est-à-dire en partant de cet objet, qui est un chandelier particulier, tout d'un coup, elle tisse son histoire et elle raconte des éléments de son histoire, de son passé, des éléments auxquels elle ne pouvait jamais accéder. Elle n'avait pas le droit d'accéder aux informations concernant le judaïsme parce qu'il s'était passé dans cette famille-là des choses qui ne pouvaient pas être dites, qui ne pouvaient pas être énoncées. Donc, vous voyez, ça peut des objets externes dans la séance qui sont des supports pour vous de travail du matériel clinique. Marie, je ne sais plus où tu es. Est-ce que ça a Oui, répondu? Tu es oui, oui. toujours là? Mais Oui, ça j'ai eu un petit Ah oui, souci tu es là. technique et c'est bon, c'est OK. bon. Merci. Ça a donné des infos là sur le matériel, Marie? Ouais, ok, merci. Alors c'est chouette parce que Guillaume, heureusement que tu as précisé dès le début qu'il y aurait sûrement d'autres vidéos qui seront faites en dehors du groupe. Parce qu'en effet, à partir de la question j'ai perdu son prénom, mais à partir de cette question-là, tu as déroulé et tu as élargi sur plein d'autres choses. Donc, je pense que ça a dû répondre à plein de personnes sur d'autres questionnements, hein. Et juste là, peut-être faire attention qu'il est déjà 19 heures et que peut-être, si tu as envie de faire une petite démo, hein, qui va permettre aussi sûrement de répondre à d'autres questions qui ne sont pas encore posées. OK. Dans le chat, là, tu peux récupérer les questions, comme ça on les aura. Et si on n'a pas le temps, je pense qu'on n'aura pas le temps, puisque c'est bref, c'est des temps brefs, c'est séances de partage et l'idée c'est que ce soit régulier, eh ben on tournera une vidéo pour répondre aux questions. Juste sur le déroulé d'entretien, où on trouve, Muriel dit, où peut-on trouver le déroulé d'entretien? Ben, le déroulé d'entretien, il se trouve dans les formations que vous avez faites. C'est-à-dire, si vous avez fait des formations en hypnose dans un organisme de formation à l'hypnose, normalement, ils vous ont donné une grille de conduite d'entretien, parce qu'on ne peut pas
pratiquer une technique, que ce soit l'hypnose, que ce soit la thérapie brève, que ce soit la thérapie mosaïque, les états du moi, la gestalt, etc., sans avoir une conduite d'entretien. Donc, vous avez normalement un déroulé d'entretien. Moi, mon déroulé d'entretien, c'est celui que j'ai construit qui s'appelle l'entretien solutionniste expérientiel. Il y a un ensemble de questions, c'est-à-dire il y a une dizaine, quinzaine de questions spécifiques avec des interventions spécifiques qui permettent de structurer au fur et à mesure le matériel et au final d'avoir un objectif précis et de lancer une stratégie. Mais en fonction de, de vos écoles de formation, des séminaires que vous avez choisis et que vous avez suivis, ben vous avez des grilles différentes là. Pour répondre à Muriel, voilà. Peut-être conduisons au moins un temps d'entretien rapide avec Liora, et puis si vous avez encore quelques questions, on les abordera. Voilà, et puis après, on fera ces vidéos. Alors, Liora, on se dit de 10 minutes pour faire un premier entretien, hein, comme si c'était un entretien préalable. J'ai besoin de récupérer du matériel pour comprendre ce qui t'amène. Je vais te poser des questions. Je préciserai mes questions pendant ces 15 minutes. Si tu t'éloignes par rapport aux questions et au matériel dont j'ai besoin, aux réponses dont j'ai besoin, je recadrerai. Je te dirai de revenir. Et toi, s'il vient des éléments supplémentaires intéressants, tu me le dis. D'accord? Ce que je veux savoir, Liora, on a dit qu'on faisait cet entretien. Ce qui t'amène en quelques mots. Dis-moi ce qui t'amène. En 3 mots, j'ai fait une démo avec toi concernant la cigarette. Je n'ai plus jamais fumé depuis cette démonstration-là. Je n'avais plus l'envie, plus de désir. Je ne savais même pas depuis combien de temps j'avais arrêté. Et là, depuis un mois, Plus d'envie et de désir par rapport à la cigarette, pas dans la ouais, vie. non, non, pas dans la vie. D'accord. Vraiment spécifique à la cigarette. D'accord. Voilà. Et depuis un mois, l'envie de fumer et de remettre la cigarette à la bouche est présente. Voilà. D'accord. Bon, voyez, elle donne. Ça, c'est ce qui l'amène. Je veux savoir de quoi elle se plaint. Je veux sa plainte. Donc, c'est ce qui l'amène. Et elle reprend en me disant, ben voilà, on a fait une démo, il y a l'arrêt du tabac. Je note qu'elle dit depuis qu'on a travaillé avec toi. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire, voyez, c'est la reprise d'un entretien précédent. Et pour moi, ça veut dire qu'il y avait alliance. Et en plus, qu'elle m'attribue d'une certaine façon le bénéfice du travail. Donc, elle a une bonne alliance. Elle pense que c'est grâce à moi qu'elle a arrêté de fumer. Je pense qu'elle a arrêté de fumer grâce à elle. Moi, je n'avais rien fait, si ce n'est conduire la séance. Et c'est elle qui a fait tout le boulot, puisqu'on ne s'est plus jamais revu pour travailler sur le tabac. Donc, c'est quand même elle qui a plus jamais reporté la cigarette à la bouche. Donc, ça, c'est ce que je lui aurais dit, ce que je vous dis à vous là en explicatif, en même temps pour parler de l'alliance. Je lui dis à ma patiente, je lui dirais exactement ces choses-là parce que j'aurais fait un recadrage. Et pourquoi je fais ça? Parce que je vais lui donner ses ressources. Et puis, elle me dit, après ça, plus jamais d'envie, plus de désir par rapport à la cigarette. Alors là, je feedbackerai au niveau qualitatif. C'est-à-dire, je lui dirai, OK, la démo, elle a eu lieu quand, Liora? Pendant ma formation d'hypnose au mois de mars, il y a, je sais pas, au moins 5 ans déjà. OK, donc c'est il y a 5 ans, donc c'est-à-dire il y a plus que 3 ans. Mm. Ben, ça, c'est très important, hein. Je suis en train de lui faire un feedback qualitatif. Il y a plus de 3 ans, et je vais lui dire, il y a plus de 3 ans, et ça, c'est très significatif. Le fait que, c'est-à-dire, tu n'aies plus fumé pendant plus de 3 ans, c'est un indicateur qui est fondamental dans le travail autour de l'arrêt du tabac et du dégagement par rapport à l'envie de fumer. Parce que tous les gens qui arrêtent pendant plus de 3 ans, ça fait partie de ces 80% de la population qui consommeront plus jamais. Et ce qui peut arriver, c'est-à-dire il y a un pourcentage faible, souvent des gens un peu uniques, hein, il y a quelque chose d'exceptionnel parce que c'est un petit pourcentage de gens qui vont à un moment avoir de nouveau comme une appétence ponctuelle parce qu'il se passe des turbulences ou des événements de vie. Il y a cette appétence
et ensuite ça stoppe définitivement. Pourquoi je fais ça? Parce que je lui fais un feedback déjà en lui disant ça fait plus de 3 ans alors que c'est 5 ans. Comme ça, au moins, c'est un compliment détourné. Elle ne peut pas l'invalider parce qu'elle ne peut pas me dire ben non, ça fait moins de 3 ans puisqu'elle a dit 5 ans, sauf si elle est très mauvaise en maths. Et puis ensuite, je normalise et je mets des stats. Je suis en train de, voyez, faire des compliments et je suis en train de lui faire des suggestions, comme des suggestions post-hypnotiques. Je lui dis, ben, si tu as arrêté pendant plus de 3 ans, 80% de la population qui arrête pendant plus de 3 ans reprendra que très, très rarement ou aura cette appétence. Et ça, c'est très rare. Et puis après, ça s'arrête définitivement. Je viens de lui faire une suggestion post-hypnotique positive. Ok, depuis un mois, tu as envie de fumer. Alors, Ouais. vous voyez, elle nous dit ça, ça donne très envie de retourner vers, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis un mois? C'est-à-dire, on a non pas une cause pour moi, mais ce serait un déclencheur. J'ai besoin d'évaluer ça. Y a-t-il un déclencheur? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis un mois dans ta vie? Oui, oui, complètement. J'ai été soumise à un gros stress important, tout à fait, complètement. Ok, depuis un mois, il y a eu un stress plus important que pendant les 5 années précédentes. Ouais, totalement. Mais est-ce que c'est dire que pendant 5 ans, il y avait zéro stress? Non, il y avait du stress, mais c'était, je savais m'accompagner. Là, c'est plus compliqué. Oui, mais est-ce que ça veut dire pour autant que le stress, il était ridicule pendant 5 ans? Non, il était gérable. Oui, pour celui qui le gère. Ouais. Mais le Là, stress en lui-même, il était peut-être fort pour des gens qui n'auraient pas réussi à le gérer. ouais. Mhm. Ok, recadrage. Et je suis en train de dire à Liora, tu as des compétences, tu as su t'y prendre par rapport au stress. Mais bien sûr qu'elle peut dire oui, mais ça, j'ai su le gérer parce que les gens qui savent bien faire des choses, ils le font. Toujours. Prenons Bernadette qui fait très bien les cannelés au rhum. Si on lui demande c'est difficile, vous voyez, n'importe qui d'autre vous direz ça va, c'est pas trop dur. Les cannelés, vous vous direz parce que moi j'arrive pas trop, ils grillent, ils sont trop durs, ils sont trop petits, ils sont pas assez cuits, etc. Bernadette, qui est l'experte des cannelés au rhum, elle va vous dire oui, mais c'est pas difficile, je les fais comme tu veux, des petits, des grands, des avec beaucoup de rhum, des pas beaucoup de rhum. Les gens compétents banalisent toujours leurs compétences. Ça leur semble évident parce que comme ils font ça avec aisance, ben c'est normal. Mhm. Et chacun dans nos domaines. Donc, le stress jusqu'alors, elle avait les compétences pour le gérer. Et là, elle nous dit que depuis un mois, il y a un stress qui est plus grand et elle pense plus grand que sa capacité de le gérer. Ce qui est peut-être faux. Peut-être que tu es capable de gérer ce stress, mais par contre, tu as utilisé des moyens de le gérer qui ne sont pas adéquats. Mhm. Je suis en train encore de recadrer et de faire un compliment. Moi, je suis en train de lui dire que tu es capable de le gérer, mais juste tu utilises des mauvais outils. Tu essaies de rentrer un clou dans un mur avec un tournevis. Ouais. C'est pas parce que tu sais pas faire du bricolage, tu as pris le mauvais outil, c'est tout. Et je vous en parle parce que expert du bricolage, comme vous me connaissez, je m'y connais, moi, tournevis. Ok, donc, depuis un mois, c'est plus dur. Vous voyez, je modère. C'est plus dur de gérer ce stress. Mhm. Ok? Comment tu t'y es prise pour pas réussir à le gérer? Ah ben, c'est une bonne question. Je Ah, me mais je suis pose que laissée des bonnes envahir. questions, hein. Je me suis laissée envahir, hein. D'accord. Comment tu t'y es prise pour te laisser envahir par le stress alors que d'habitude, tu te laisses pas envahir? Eh ben, j'ai pas fait mes pratiques habituelles, j'ai moins médité, euh, j'ai laissé plus d'espace de l'extérieur. Voilà, il y a des choses que j'ai enlevées de ma quotidienneté.
Ok, donc c'est pas un problème de compétence. Tu n'as pas perdu des compétences. C'est pas comme les gens qui ont du mal à faire un créneau. Au bout d'un moment, ils apprennent à bien faire un créneau. Ils savent faire un créneau. Et après, à un moment, ils font plus de créneaux, ils font plus de créneaux. C'est pas qu'ils savent plus le faire, c'est qu'ils en font plus, ils ont plus la même aisance. Donc toi, tu as plus fait tes pratiques qui te permettaient de te protéger Mm, du stress. mm, Et donc, quand le stress est arrivé, il n'y avait plus cet automatisme de protection. mm. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais tu sais quand même, tu sauras toujours quand même reméditer. Ah oui, 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 Est-ce que totalement. tu sauras toujours faire un espace, gérer l'espace par rapport aux intrusions extérieures? Je l'espère, ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêcherait de faire tes pratiques qui t'aident à développer ta capacité à te protéger? Non, c'est moi. Ok. Donc la seule chose, c'est, puisqu'elle dit c'est moi, et rien ne t'empêche de pouvoir revenir à cette capacité que tu as Mm, de gérer quand il y a du stress. mm, Tout te permet de nouveau gérer du stress quand il se présente. mm. Ouais. Ok, ok. Mais par contre, j'ai une question, c'est quel serait l'avantage que tu continues à vivre un stress grand? Ah, Écologie, question de l'écologie, puisqu'elle a dit c'est grand pour euh, moi. je serais visible. Le Attends, bénéfice, ça serait de rester visible. ça veut dire que si tu continues à pas gérer ton stress, l'intérêt, c'est d'être visible. Ouais. Comment d'être visible? Ben, l'intérêt, là, dans l'instant, hein, vraiment de manière très intuitive, l'intérêt de ne pas le gérer là par rapport à ce stress global, c'est que du coup, ben, je suis plus visible puisque je suis en état émotionnel plus sensible, on s'occupe un peu plus de moi, on est un peu plus autour de moi. Ok, mais tu sais aussi que quand on est plus autour de toi, ça envahit ton espace personnel. Voilà, c'est le paradoxe. Et ça, c'est stressant. Ouais. Et ça, Mais ça par, donne envie de cigarette. ok, mais par contre, on s'occupe plus de toi. Mm. Ça, c'est bien, non? Oui et non. Ok, il y a un réel avantage écologique à pouvoir garder le stress pour notre client. Parce que notre client, il a dit, si je perds le stress, peut-être qu'on s'occupera moins de moi, les gens seront moins autour de moi, je serai moins sensible, donc je serai plus et aussi je serai plus visible. Donc le coût à payer de la gestion du stress, c'est être moins visible. Mm. Sauf si tu demandes qu'on s'occupe de toi parce que tu es peut-être celle qui mérite qu'on s'occupe de toi, tout en vivant un stress modéré. Ça serait super. Ben, ce serait un objectif, mais pour ça, il faut que tu trouves le moyen de continuer à faire qu'on s'occupe de toi comme tu en as besoin. Mm. Voyez, en faisant le travail sur l'écologie, ça me permet de dégager le besoin chez mon client, de marquer ce qui pourrait être les obstacles, parce que si je ne tiens pas compte de ce besoin de visibilité chez Liora, ce besoin d'attention chez Liora, ce qui va se passer, c'est que elle va commencer, si je lui propose plein de techniques, imaginons de gestion de stress, de la méditation, de la respiration, je fais mosaïque, je fais plein de choses sur des techniques que vous connaissez vous, de FT, de polyvagal pour gérer le stress. C'est OK, mais ce qui ne sera pas satisfait comme besoin fondamental, c'est la visibilité, être visible. Et pour Liora, c'est important d'être visible. Mm. Bon. Après, c'est là où aussi chacun, on a aussi des caractéristiques psychopatho. On ne va pas rentrer là.
Ce n'est pas le cas, on est en groupe, mais en fonction de notre profil psychopatho, on a plus envie d'être visible et sur le devant de la scène. D'accord? Après, pour quelqu'un qui aime bien être visible, tu es presque la seule. Non, il y a Aude aussi, je vois. Et puis ceux qui ont éteint leur caméra. Pour quelqu'un qui aime bien être visible, tu as mis du floutage quand même. Donc c'est une visibilité peu nette hein, quand même sur ta Ouais, caméra. pourtant, j'ai rien fait, hein, c'est la caméra hein, C'est la caméra qui a fait tout seul de te qui a fait flouter tout un petit seul. peu. Ok, on doit tenir compte dans l'entretien ce tiraillement entre si j'ai moins, c'est une croyance hein, chez Liora, si j'ai moins de stress, ça veut dire que je serai moins sensible et moins agité, donc on s'occupera moins de moi. Mais c'est une croyance parce qu'on peut être moins stressé et que les gens s'occupent de nous. Mais pour l'instant, elle ne sait pas encore gérer ça. Vous avez compris aussi que depuis tout à l'heure, le sujet qui ne m'intéresse pas, c'est celui de la cigarette. Parce que pour moi, le sujet qu'elle a amené, la cigarette, ça n'est pas un sujet d'intérêt. C'est son symptôme, c'est ce dont elle se plaint. Et que si vraiment elle ne veut pas se remettre à fumer, il suffit qu'elle ne prenne pas de cigarette. C'est simple. Par contre, ce qui est fondamental à travailler, c'est que si on ne travaille pas sur ce besoin de visibilité, c'est-à-dire on s'occupe de moi, on est autour de moi, on prend soin de moi et tout ce qui est derrière, sûrement, alors, très clairement, la tension va monter, 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 et elle pourrait se remettre à fumer et invalider quand même la séance exceptionnelle que j'ai faite qui a permis qu'elle arrête de fumer. Ce qui serait dégueulasse parce que maintenant que tu l'as dit à tout le monde, si tu te remets à fumer, plus personne ne va venir en formation chez moi. Ils diront vraiment, le bonhomme, il parle de certains sujets, mais il n'y connaît rien puisque les gens se remettent à fumer. Donc, voilà, par amour de mes compétences, par respect de mon honneur, fais quelque chose sur la cigarette. Maintenant, s'il y a D'accord. suffisamment de malveillance chez toi, remets-toi à fumer et puis je souscrirai et puis les gens sauront que… Comme tu connais mes compétences pour aimer, je pense que c'est pas trop difficile pour ça. Ah d'accord, là ça s'appelle des techniques de manipulation. Vous allez utiliser l'autre dans ses zones de sensibilité pour prescrire une tâche. Ok. Si je devais déterminer l'entretien, déterminer un objectif, je pourrais lui dire par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, je ne sais pas si la cigarette, c'est le point central, c'est ce dont tu te plains. Il me semble que ce que tu amènes, c'est ce besoin d'être vu, ce besoin qu'on prenne soin de toi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Oui, oui. C'est le fond du sujet. Alors, si c'est le fond du sujet, moi, je préfère travailler sur les fonds de sujet que les surfaces de sujet. Parce que la surface, on aura toujours la possibilité de la mettre en travail rapidement. Tu as vu qu'en moins d'une séance, en une démo, Ouais. fumée s'en va, donc ce n'est pas le sujet. Et que, en plus, si on travaille sur le fond du sujet, la visibilité, le soin de toi, sûrement la question de la cigarette va s'arrêter, ne se posera plus. Et tu Ok. auras travaillé sur des besoins fondamentaux, pas juste des moyens de réguler de la tension de surface. Ça, c'est un recadrage et on reste sur le sujet. Ok, par rapport à ce sujet, tu dirais que, imaginons qu'en fin de séance, tu partes de cette séance et tu dises, ah oui, maintenant je sens que ce dont j'avais besoin, s'occupe de moi, que des gens soient autour de moi, ça y est, ça c'est résolu. Je sens que ce que je vis dedans, je suis repu de ça, nourri de l'intérêt, de l'attention de l'autre par rapport à moi. Comment tu le vivras? Qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce que tu feras? Ah. Ah, je me sentirai libre, hein. Ça, c'est si tu avais le sentiment que vraiment on s'occupait de toi. Ouais.
Si vraiment, à la fin de la séance, la question c'est est-ce que si à la fin de la séance, j'ai le sentiment que j'ai plus besoin qu'on s'occupe de moi? C'est ça que tu m'as dit? Ça, c'est à ça que tu as répondu à ce moment-là, c'est parce que je serai libre. Ouais, je me sentirais libre, ouais. Ça vaut vraiment la peine que tu vives la liberté, que tu vives l'expérience, la valeur liberté. Ça compte beaucoup pour toi, la valeur liberté? Oui, oui, carrément, c'est une valeur Oui, carrément. fondamentale. Ok, carrément. Donc, ça, c'est la valeur. Donc, ça va être notre moteur. Et je me servirai du moteur liberté pour mettre en travail les tâches. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, imaginons que par rapport à cette problématique, on s'occupe de moi, ce besoin qui est là derrière, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Imaginons que cette question, elle soit résolue, elle soit traitée, soit plus vraiment une question. Qu'est-ce que tu ressentiras à la fin de séance? Ah, du léger. Voilà, je suis en train de lui faire halluciner le vécu si tout était OK. C'est comme Ouais. une question magique, je la projette dans le futur, fin de séance, pour qu'elle me donne des sensations. Je serai plus léger. C'est ça? Ouais, ouais, plus légère, totalement. Ah, plus légère. Tu seras plus légère. OK. Et quand tu es plus légère, qu'est-ce que tu sens, toi? Ah, ça ouvre. Ça ouvre. OK. Très bien. Tu as déjà eu l'expérience de la légèreté, de plus légère? Que dans l'eau, que quand je suis dans l'eau. Excellent. Et quand tu es dans l'eau, tu as vraiment la légèreté. Ouais, OK. totalement. OK. Donc là, elle nous donne l'indicateur pour la prescription de tâches. Moi, d'ores et déjà, on sait que ça, c'est facile. Elle l'a déjà vécu et quand elle est dans l'eau, il y a la sensation de légèreté. Donc, où elle a une piscine, elle peut aller dans l'eau. Où elle a la mer à côté, elle peut aller dans l'eau. Il faudrait chercher. Où il n'y a pas tout ça, mais elle doit avoir une douche chez elle, elle peut aller dans l'eau. Où il y a une baignoire, elle peut aller dans l'eau. Ok. J'aurais pas envie de relier, voyez, là où on en est, je voudrais travailler que sur ça et laisser de côté la cigarette parce qu'il n'y a pas eu de nouveau consommation. Et si je ramène fort la question de la cigarette, c'est comme si je disais que c'était un problème. Et moi, je lui ai bien dit, la cigarette, ok, c'est là. À un moment, s'il y a besoin, on le travaillera, mais s'il n'y a pas besoin, on ne va pas passer du temps pour travailler la question de cigarette. C'est pour ça que je ne vais pas faire des tâches où je lui demanderai de faire quelque chose dans l'eau avec une cigarette, ce qui pourrait être le cas pour pirater les deux. Et là, ça n'aurait pas de sens parce que je ramènerai la cigarette pour essayer de pourrir l'expérience cigarette, ça n'a pas de sens. Je crois que ce serait important juste de prendre un temps le matin ou le soir, je ne sais pas quand elle se douche, c'est quand? Moi, c'est matin et soir. Matin et soir. Et quand tu fais matin et soir, tu fais la douche, le bain, et là, tu la sens, cette expérience de Ouais. légèreté. Oui. Ou même quand je vais dans ma piscine ou dès que je suis en contact avec l'eau à la mer. Enfin voilà, dès qu'il y a un contact avec l'eau, ça fait léger, quoi. C'est automatique, quoi. OK. Donc, on a deux tâches. On pourrait prescrire une tâche qui soit, lors de la douche, se centrer sur les sensations de légèreté. C'est tout, pas faire autre chose. Quand elle prend sa douche le matin, elle se connecte sur légèreté et elle note précisément qu'est-ce qui se passe. Ça va nous permettre ensuite de faire un travail qui serait mosaïque, qui serait travailler avec la sensorialité, le mot de la sensorielle ou d'autres techniques qui sont les vôtres autour. Ça pourrait être en PNL, ça pourrait être en hypnose, ça pourrait être un lieu sécure. On lui demanderait de sentir, pour ceux qui ont fait d'hypnose, la sensation de légèreté sous la douche. Et ensuite, à un autre moment, on pourrait travailler en séance pour, comme elle a récupéré plein de matériel par rapport à la douche et à la légèreté, on pourrait lui dire à ce moment-là de retourner dans ce lieu douche et lui faire vivre une séance d'hypnose avec les sensations douche. L'autre chose qu'on pourrait faire, c'est est-ce que tu as remarqué des moments de la journée où le stress arrive? Ouais, c'est plutôt fin de matinée. Fin de matinée, c'est là où c'est l'apogée. Ok, fin de matinée, c'est là où c'est l'apogée. Quand tu dis l'apogée, c'est-à-dire le seuil maximum où Ouais, ensuite ça va décroître. c'est ça.
c'est qu'après, on décroît. Ouais, totalement. Ça, c'est bon surtout pour les angoisses. Hein. Quand c'est pour l'estime, la reconnaissance, c'est bête d'être à l'apogée. C'est pour ça qu'il ne faut jamais l'être complètement. C'est pour ça que je refuse d'être sur TF1, Antenne 2 et tout en même temps, parce que je dis après, ils vont me mettre à la retraite. Donc, j'empêche, dès qu'ils me disent, voulez-vous venir à TF1, passer là pour. Non, je dis non, je ne veux pas proposer plutôt à Kevin d'y aller, parce que comme ça, au moins, je n'aurai pas la descente de l'apogée, j'ai la stabilité de. Donc, quand il va y avoir ce moment d'apogée que c'est fort, alors deuxième tâche à faire, en plus des douches, c'est juste de trouver un point d'eau et de passer les mains sous l'eau et faire, c'est comme un travail méditatif, mais avec un objet. D'accord? Et l'objet, c'est eau. Passer les mains sous l'eau de telle façon que tu puisses sentir qu'arrive légèreté. Quand légèreté est là, tu arrêtes et tu continues. Si au bout de quelques instants, une sensation d'inconfort revenait, peut-être de repasser les mains sous l'eau et de reconnecter légèreté. Ok, très bien. OK? Donc ça, Ok. ce serait prescription de tâche avec la sensation qu'elle a déjà eue plein de fois quand ça fonctionne. C'est-à-dire, ça s'appelle une exception. Plein de fois, ça a marché et on lui prescrirait ça. Peut-être arrêter là par rapport à notre timing. Est-ce que vous avez des questions, des remarques là sur cet entretien, qu'on puisse partager certains éléments avant cette fin d'atelier? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez échanger? Des idées qui vous sont venues? Peut-être des stratégies que vous auriez pu saisir ou des questionnements. Pourquoi s'y être pris de telle façon ou telle façon? J'ai essayé de vous dérouler et d'expliciter au fur et à mesure, mais est-ce que vous avez des questions? Oui, Dina, vas-y. Est-ce qu'il vaut mieux rester sur une seule tâche à la fois ou est-ce que tu aurais, enfin, je sais pas, est-ce que ça t'arrive d'en prescrire plusieurs Bah, à la globalement, fin de la même série? globalement, j'aimerais dire qu'en fin de séance, j'aurais tendance à prescrire une tâche au client, ça suffit de faire une tâche. Mais là, prendre sa douche le matin et observer, c'est une tâche la plus facile. Des tâches d'observation, tu le sais, c'est les tâches les plus faciles. Le patient même qui a peu d'alliance, il va le faire. La tâche de observer quelque chose. Donc, ça va être aisé. Et comme je sais qu'il y a une bonne alliance avec Liora, que si je lui propose quelque chose, elle est engagée, elle a envie de le faire. Si je propose une deuxième tâche qui est petite et qui l'aide au moment où la tension est là, elle pourra le faire. Je pense qu'elle saura faire ça. C'est pour ça que je lui propose une deuxième tâche. Mais sinon, l'idée, c'est pas de proposer une multitude de tâches, surtout si c'est des tâches complexes. Parce que parfois, Vas-y, Dina. non, ça m'est arrivé quelques fois où je prescris une tâche et puis la personne me dit, ah mais je veux le faire le matin et puis le soir aussi. C'est encore autre chose. Là, c'est Oui, plus elle le pourrait nombre dire de le tâches. matin, mais je peux le faire. Ben, la personne, c'est tout dépend, tu vois, là, par rapport à la situation de Liora, si les tâches que tu lui as prescrites rajoutent de la tension, du stress ou lui enlèvent de la liberté, alors ce ne serait pas stratégique. Mais si elle te dit, ah, ça c'est bien la douche, mais ah, je le fais aussi le soir, ou là j'ai tel truc, ça me fait penser comme à la douche, c'est bon, est-ce que ça c'est OK que je le fasse? J'ai dit oui, dans la mesure où ça rajoute pas plus, où ça reste quelque chose de plaisant. Et toujours, tu vois, bon, la douche, il faut qu'elle se lave quand même, mais si c'était la tâche, c'est pour ça que la tâche, les mains sous l'eau, c'est pas un rituel qui dit pendant 17 fois les mains, puis vous faites ça, ça doit durer 10 minutes pour tu vois, un travail en profondeur et tout ça. Tu le fais quelques instants. Si au bout de quelques instants, c'est bon, ça suffit. Il n'y a pas besoin que ce soit fastidieux. Surtout pour quelqu'un qui a métaprogramme valeur liberté. D'accord? C'est là, notre collègue Claudia, elle dit, est-ce qu'on peut considérer que tu y prescris une technique d'autorégulation avec cette tâche?
Oui, Claudia. En effet, c'est de l'autorégulation puisque elle-même, elle va montrer, elle aime l'espace haut, c'est elle qui nous l'a dit. Donc, je vais utiliser une tâche de la vie quotidienne, ça compte pour moi que ce soit dans la vie quotidienne. Et c'est une tâche qui est facile à faire, ça compte pour moi. C'est une tâche centrée processus, c'est-à-dire ça va réguler les tensions à l'intérieur. Donc, c'est bien ça la question. Et c'est elle qui le fait, elle est facile, elle va la réussir. Parce que pendant qu'elle fait les mains sous l'eau, elle ne peut pas penser, Liora. C'est vrai, c'est exactement ça. Je ne sais Ben pas oui, comme ça. ben C'est non, on peut pas impossible. ben on peut pas penser parce que on est là et il y a des sensations corporelles qui Ouais, nous ramènent ici et maintenant. tout à C'est fait. vraiment de la méditation active, de la méditation par Mm. l'objet. Quand tu fais quelque chose, là, je disais à des collègues d'avoir découvert le, la dentelle au fuseau. Mais c'est une exceptionnelle technique de méditation pour moi. Parce que la dentelle au fuseau, quand on fait de la dentelle au fuseau, si à un moment on n'est plus concentré sur ce qu'on est en train de faire, on loupe des fils parce qu'il y a trop de fuseaux sur le carreau. Alors que si on est là présent, eh ben, on ne peut pas penser à autre chose que centre, extérieur, centre, top, tourner deux fois, centre. Voilà. Et ça, c'est une technique de méditation, on pourrait faire d'autres choses, qui est très simple et très active, et donc de fait très efficace. Pour ceux qui pensent beaucoup. Voilà. Et que penser, Agnès? Elle dit que penser si la personne, elle ne fait pas la prescription? Je vois pas pourquoi là, mon client, il ferait pas la prescription, puisque c'est quelque chose qu'il fait, tous les jours, il va se doucher. Donc, quand bien même il porte pas une attention majeure à ce qu'elle ressent, son corps vit la douche. C'est pour ça que je prends une tâche de la vie quotidienne qui est facile. Donc, il n'y a pas trop de raison qu'elle ne fasse pas. Et après, alors qu'il y a un état de tension, si elle, quand il y a un état de tension, au moment de l'apogée, elle ne pense pas à aller mettre les mains sous l'eau, elle ne le fait pas, je lui poserai des questions et elle me dit, ben non, je ne l'ai pas fait. Je lui demanderai qu'est-ce qui a fait que vous ne l'avez pas fait. Et où ma tâche, elle est trop grande, ou alors elle n'était pas pertinente et je lui demanderai pourquoi elle n'était pas pertinente et on en prescrira une autre. Excuse-moi. Donc, dans la mesure où la tâche, elle est facile, elle soutient les compétences de notre client, elle est validante, il n'y a pas de raison que le client ne la fasse pas. Et ce que je trouve très accessible, Guillaume, dans ce que tu proposes, c'est que laver les mains, c'est quelque chose de vraiment quotidien. Entre deux clients, tu fais la cuisine, enfin, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, je parle toujours que pour moi, mais ouais, c'est quelque chose qui est complètement ancré, donc ça va se faire tout seul, ça. Ça va se faire tout seul. Et peut-être même, il y aura, et ça, ce serait quelque chose de magique, et ne le prends pas comme une suggestion post-hypnotique, tu vois, qui va se réaliser, mais imaginons que dans quelques jours, ce soit une fête juive particulière qui fasse que tu aies besoin d'inviter ou que tu proposes à quelques personnes et pas à une foule de personnes d'inviter ces gens chez toi, ce qui voudrait dire que déjà tu as réussi à cadrer et à pas te laisser envahir si tu as fait venir qu'une petite partie de gens chez toi. Et si, imaginons, le comble, ce serait que ce soit cette fête particulière, qui soit la fête quand même, où c'est l'occasion de réouvrir comme une nouvelle année, comme partir sur de nouvelles bases, s'être donné encore peut-être les quelques jours d'avant l'occasion de piétiner, d'avoir des envies qui nous tournent vers la cigarette ou de retourner à des expériences du passé, comme l'occasion les jours d'avant d'être remis en test afin de pouvoir, lors de cette soirée très particulière, avoir cette expérience de se nettoyer les mains d'une façon particulière dans le rituel, comme pour sceller cette nouvelle année qui s'ouvre à toi avec beaucoup de liberté. Parce que c'est quand même, il me semblerait, si c'était une fête prochaine, une fête qui toucherait à la question de la liberté. Totalement. Très bien. Je prends.
Ça, c'est juste aussi, ça me fait penser, pourquoi je fais ça là? Ça me fait penser Marie, parce que je connais quelques éléments de l'histoire, de l'histoire, des rituels qui comptent pour Liora, et que sachant ça, ça me permet de faire une suggestion post-hypnotique qui est très forte dans la culture et dans l'histoire de Liora. Donc, ça permet de partager de l'intime entre votre client, entre le client et le praticien. Ça nous lie parce que tous les praticiens ne partageront pas l'intime. Mais si on partage l'intime, ça veut dire que le jour de cette fête-là, bon, j'espère qu'elle aura des hommages pour moi le jour de cette fête-là. Peut-être elle me gardera des petits gâteaux si on a à la fête. Et Par colis, par colis. voilà. Et en même temps, toute la soirée, chaque fois qu'il y aura leur rituel sacré, qu'elle se nettoiera les mains et tout ça, paf, ça continue la thérapie. Moi, je veux que la thérapie, elle soit pas un truc qu'on fait dans le cabinet. Je souhaite que la thérapie y ait une séance d'1 heure et après, ça vient pas parasiter, c'est pas le mot, mais ça vient contaminer, ça vient semer des graines dans la vie quotidienne. Et parce que c'est là où les changements vont se produire, pas pendant la séance. C'est parfait, ça. C'est bien, ça. Bon, Super. on a noté vos autres questions avec Nadège. Vous avez mis plein de choses. Ça veut dire on pourra faire des vidéos. Je pourrais faire des vidéos pour répondre à des questions, ouvrir sur des thématiques avec vous. Et puis, on sait que si vous voulez participer à la supervision, donc là, d'un cas clinique, ben, rejoignez-nous le 25 septembre à 19h. C'est dans une dizaine, quinzaine de jours. Comme ça, on pourra travailler ensemble sur un cas clinique. Et si vous avez envie de présenter des cas, envoyez-nous un petit mot. Et comme ça, dans le groupe de supervision, il y a une procédure. Vous pouvez relire la procédure. Il y a une procédure pour soumettre des cas. Comme ça récupère les cas. Et puis ensuite, on choisit au fur et à mesure des nouveaux participants. Et voilà. Et pour structurer le cas, on vous donne une grille. C'est notre premier temps de travail. Est-ce que ça faisait sens pour vous? Comment ça faisait? Dites-nous quelques mots si vous voulez bien. Est-ce que c'est pertinent ce format? Est-ce que c'est mieux qu'on reste, comment c'est pour vous, que ce soit plus, que ça reste plus sur de la théorie? C'est mieux qu'il y ait un temps de pratique? Voilà, s'il y en a qui veulent partager, sinon faites-le aussi dans le chat. Moi, je trouve qu'effectivement, la partie théorie et pratique, elle est hyper complémentaire. Ça permet vraiment d'expériencer ce que tu transmets. Et je rajouterais juste que c'est là où on voit encore l'importance de retourner et de continuer à être formé parce que ça soulève plein de questionnements éthiques et au niveau du positionnement professionnel. Et en tout cas, pour ma part, il n'y a qu'en formation où on peut continuer à grandir. Voilà. Donc, ça se permet d'aller à l'intérieur de voir où on en est. Donc, merci Oui, Guillaume. ouais, avec plaisir. Dans les formations, dans les espaces où vous allez vous former et dans les temps aussi de supervision que vous avez avec vos superviseurs, avec des collègues quand vous faites des intervisions, vraiment, oui, c'est comme ça que vous continuez votre formation. Est-ce qu'il y a d'autres feedbacks ou des remarques, mais vous pourrez les faire dans le groupe, n'hésitez pas à les faire dans le groupe de supervision. Voilà, comme ça on pourra en tenir compte. Voilà, il y a plusieurs collègues qui remercient pour ce travail. Vous êtes nombreux à dire merci, à remercier les deux. Je vous remercie aussi. Et puis, au plaisir alors de vous retrouver dans des temps de supervision ou dans des ateliers comme ça psychopratiques. Et faites des suggestions, on y répond. Voilà, c'est le moment de pouvoir renvoyer les récoltes qu'on a eues. Voilà, donc c'est l'occasion pour moi de partager parce que voilà, les gens sont nombreux à nous offrir plein de choses. Ben, voilà, c'est bien qu'il y ait aussi ce retour au-delà des espaces de formation voilà, c'est pas mal aussi qu'il y ait des espaces où c'est juste pour gratuit, juste pour le plaisir et on peut le faire et j'ai une équipe qui aide, qui permet que ça se fasse. Alors, merci à eux aussi. À bientôt. Belle soirée à vous. Et puis, belle fête, il y aura pour. Voilà. Merci à tous. Merci, Au revoir. merci.
Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, merci à Guillaume. tous. Merci, Au au revoir. revoir. Et quelle finale! Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. Magda. Ciao Guillaume, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.